Israël a vraiment besoin de faire un travail de lobbying permanent sur ces questions liées à l'Iran. Les Américains, l'administration Biden a vraiment comme objectif de renouer avec le deal sur le nucléaire iranien. Ça prend plus de retard que prévu à cause de la mini-révolution qui a eu lieu ces dernières semaines. Ce serait pas bon pour l'optique des Américains de signer avec les mollahs, avec Téhéran en ce moment. Également, évidemment, si l'Iran est impliqué, comme Israël essaie de le prouver, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc oui, ce travail de convaincre, d'argumenter, de mettre les intérêts d'Israël aux yeux de leurs alliés américains est nécessaire. C'est une méthode qui date depuis la création de l'État d'Israël. Golda Meir était très souvent engagée dans ce genre de méthode entre séduction et défense militaire, et les premiers ministres successifs, leaders successifs du pays, ont continué cette tradition avec plus ou moins de succès. Benyamin Netanyahou, pendant plus de 10 ans, on a fait un gimmick récurrent, une marque de fabrique entre ses interventions musclées lors de ses discours à la tribune des Nations Unies ou devant le Congrès, un Congrès à majorité républicaine alors que Barack Obama, un démocrate, était président. Là, avec Herzog, on revient à une diplomatie un peu plus à l'ancienne, ce qu'avait également fait Bibi sous Trump. La succession de cette diplomatie répétitive, chef du Mossad, Premier ministre, ministre de la Défense, maintenant président Herzog, il semble qu'il y ait en effet besoin de faire succéder cette diplomatie afin de montrer ses preuves et de plaider la cause du pays, mais aussi quelque part plaider pour l'Occident. Alors, il y a eu également une réunion entre le président israélien et Nancy Pelosi qui a eu lieu au Capitole et dans laquelle le président israélien a déclaré: «Je suis ici afin de réaffirmer l'amitié étroite et profonde qui nous lie et qui continuera quels que soient les résultats des élections en Israël et aux États-Unis. Notre lien est fort et inconditionnel». C'est vrai ça, David? Quels que soient les résultats des élections, ça ne change pas le lien entre les États-Unis et Israël? Pour l'instant, oui, le lien, il est indéfectible, il existe bien toujours entre les élus américains et Israël. L'amitié est bien profonde, réelle, étroite, comme l'on dit. Ce gouvernement Biden l'a prouvé en faisant voter au tout début de son mandat une loi de financement du Dôme de fer avec persévérance. À la base, la loi de financement faisait partie du budget général de l'administration. La gauche de la gauche du parti de Biden refusait de la voter. Donc le président, avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer, le patron démocrate au Sénat, ont décidé de séparer ce financement du budget global et d'aller tendre la main à leurs adversaires républicains pour permettre ces fonds d'être attribués à la défense d'Israël, un vote bipartisan au secours de l'État juif pour continuer de financer le Dôme de fer. Et ça, c'est à mettre au crédit de Joe Biden et son talent d'aller toujours traditionnellement traverser les frontières politiques pour arriver à ses fins. Ce qui est beaucoup plus difficile, Lise, dans cette époque où les lignes de parti sont si distinctes et les accords entre démocrates et républicains si rares, mais pour Israël, ça a encore marché cette fois-ci. Ça montre que l'amitié est toujours bien présente et profonde, mais aussi qu'elle est fragile en fonction de qui est au pouvoir. Petit rappel, pendant les années Trump, par exemple, contrairement au ressenti de la communauté juive internationale, aucun financement n'a été attribué à Israël. C'était une politique générale du président Trump, l'Amérique d'abord, pas de financement militaire pour les autres, des cadeaux électoralistes comme l'ambassade à Jérusalem ou transformatifs comme les accords d'Abraham, mais pas de financement du Dôme de fer. Et dans le futur, si l'extrême gauche venait à entrer à la Maison-Blanche, Israël peut clairement s'inquiéter que cette amitié qui semblait si inébranlable il y a encore 10 ans ne soit compromise et qu'aucun financement de la défense de l'État hébreu ne passe dans un futur congrès avec une présidence progressiste. Alors justement, à propos du congrès, Yitzhak Herzog a été invité à s'adresser à une session conjointe du congrès américain. Est-ce que c'est juste un bel honneur qu'on fait au président israélien ou est-ce que ça a un véritable impact? Oui, c'est exactement ça. C'est clairement un honneur. Netanyahou, encore une fois, c'était le dernier à avoir eu ce privilège. Privilège qui allait à l'époque contre toute logique diplomatique, puisque je vous le disais, c'était sur invitation d'un congrès républicain, alors que le président Obama, démocrate, était dans l'opposition et n'était pas de la partie. Aujourd'hui, ce genre de discours devant une session conjointe du congrès n'a pas beaucoup d'impact. Ce ne sera pas diffusé à la télé sur les heures de grandes écoutes. Ça va faire 30 secondes au JT le soir. Surtout qu'à 10 jours des élections de mi-mandat, la politique étrangère n'intéresse pas. Les affaires du monde n'ont jamais fait une élection aux États-Unis, encore moins une élection de mi-mandat. Et les Américains se préoccupent très peu de l'Ukraine, encore moins de l'Iran. Et le Proche-Orient, c'est un très, très lointain souvenir. Donc, c'est un bel hommage pour le président Herzog, mais aucun véritable impact selon moi.
Oui, je me rappelle que vous dites toujours que les Américains votent d'abord avec leur portefeuille. Ça, je risque pas de l'oublier, David. Absolument. Alors, Yitzhak Herzog a spécifiquement remercié Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qu'il a rencontré, pour son aide dans la conclusion de l'accord sur la frontière maritime avec le Liban. Est-ce que c'est le début tout de même d'une volonté de retour des États-Unis au Moyen-Orient sur le devant de la scène? Je pense pas que ce soit le début du retour des États-Unis au Proche-Orient. Je pense que c'était déjà le cas sous Trump avec la diplomatie de Friedman, Danny Danon, Jared Kushner, Jason Greenblatt. Il y a eu une véritable diplomatie très intense et très présente au Proche-Orient depuis 2016. Biden et Blinken, son secrétaire d'État, ont eu à faire face au retrait d'Afghanistan, la crise entre l'Ukraine et la Russie, et de manière ponctuelle sont de retour avec les frontières d'Israël sur cet accord maritime avec le Liban. Mais c'est un beau succès, c'est d'ailleurs présenté comme un véritable accord obtenu grâce aux Américains, puisque les diplomates libanais et israéliens, au final, sont plutôt en retrait. S'il est évident qu'en coulisses, tout s'est réellement passé entre voisins. Mais le problème de la diplomatie Blinken-Biden avec Israël, c'est que dès le départ, ils ont remis la condition des relations avec les Palestiniens sur le banc pour tenter de renouer avec une méthode très ancienne. Les Américains avaient également obtenu, avec l'aide de l'Égypte, un cessez-le-feu difficile à tenir après le conflit entre le Hamas et Israël en mai 2021. Les Américains sont clairement impliqués, mais ils ne sont plus à l'initiative. Ils sont médiateurs, mais plus meneurs. Et quelque part, ça peut être aussi une belle alternative, plus réaliste, que les acteurs de la région prennent vraiment leur destin en main, plutôt que d'attendre que les chancelleries étrangères ne gèrent leur destin, leur futur, leurs frontières. Oui, ça, en Israël, on n'aime pas tellement. Alors, le secrétaire d'État a justement appelé à une désescalade de la violence, notamment en Judée-Samarie, alors que les opérations antiterroristes israéliennes s'y poursuivent. Est-ce que les États-Unis voudraient, à votre avis, David Benaïm, forcer Israël à revenir à la table des négociations avec les Palestiniens? Je ne pense pas vraiment que les Américains aient envie de s'engager dans une table des négociations entre Israël et les Palestiniens. C'est plus du tout une priorité. Le statu quo semble les satisfaire et de toute façon, ce n'est pas à la veille d'une élection en Israël et demi-mandat aux États-Unis où tout pourrait totalement être bouleversé, qui pourrait faire même revenir Bibi au pouvoir, qui n'a aucune intention d'une solution à deux États, qui se consacrera probablement davantage pour lier des relations longues et de longue durée avec l'Arabie Saoudite. Et même si Gantz ou Lapid arrivent à former un gouvernement, ils n'auraient pas non plus le capital politique pour ce genre de négociations. Rien de transformatif avec les Palestiniens dans un futur proche, selon moi. Pour cela, il faut une envie et une volonté, au moins d'un côté. Et pour l'instant, il n'y a pas de partenaire ni d'un côté ni de l'autre. Et Biden saura le 9 novembre s'il conserve ou non sa très faible majorité au Congrès. Donc, les 10 prochains jours apporteront quelques éléments de réponse sur la direction que ces différents pays vont prendre. Réponse dans les urnes dans quelques jours. Alors, le président israélien, et ça sera ma dernière question, va aussi rencontrer des leaders juifs américains. Où en est cette communauté aujourd'hui face à la libération désespérante, je dois dire, de la parole antisémite aux États-Unis? Pour moi, c'est vraiment le sujet le plus préoccupant aujourd'hui. La communauté juive américaine est complètement bouleversée en ce moment parce que le pays traverse. Elle se restructure, fait ce que les pays d'Europe comme la France ou la Belgique ont fait depuis longtemps pour apprendre à se sécuriser leurs centres communautaires, leurs lieux de prière, installer des caméras à l'entrée, embaucher des services de sécurité pour garder les offices, les prières, les jours de fête. C'est très nouveau pour les Américains. Ils tombent des nues de voir la haine antisémite qui frappe les juifs les plus visibles de Brooklyn et d'ailleurs. Il y a une exode des juifs de New York vers la Floride et l'influence politique est aussi en baisse. Il n'y a plus un seul élu juif au Congrès pour l'État de New York, par exemple, à la Chambre des représentants, alors qu'on estime à 3 millions le nombre de juifs dans cet État. Donc une sous-représentation totale. Et l'antisémitisme gronde en provenance des milieux d'extrême droite qui tuent, comme à Pittsburgh, à Poway, à Jersey City, les défilés sur les campus de l'extrême droite qui crient « Jews will not replace us », les juifs ne nous remplaceront pas, et de l'extrême gauche qui infecte les campus d'un antisionisme structurel, de l'administratif aux profs, en passant par les élèves, des groupes, des minorités, dans les universités qui interdisent les orateurs pro-Israël de s'exprimer et qui arrivent à faire signer des amendements statutaires comme à Berkeley. Et je peux vous dire que ce genre d'agissement gronde depuis plus de 20 ans. Et ceux qui sont passés par ces campus sont maintenant les élus de l'Amérique de 2022. Donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et la présence d'Herzog avec ses leaders communautaires ne changera rien. Ce sont les mentalités qu'il faut changer. Et la communauté semble ne pas avoir les moyens et le mental et les outils et la méthode pour agir.
Je vais vous donner un autre exemple. Il y a l'AIPAC, le lobby pro-israélien, qui normalement agit énormément auprès du Congrès, qui est en veille depuis le Covid. Il n'y a pas eu de conférence depuis 2020, rien de prévu pour 2023 pour l'instant. Et c'est autant d'absence d'influence qui est remplacée par l'opposition. Les anti-Israël qui, eux, ne chôment pas et qui gagnent chaque jour des partisans, de l'influence, des convaincus. Israël ne semble pas non plus prendre la mesure, la gravité de la situation sur place. Donc je peux vous dire que vraiment, là, il y a un travail énorme et je ne pense pas qu'une simple visite auprès des leaders communautaires de la part du président Herzog puisse changer la donne. Quand même, il faut quand même garder l'espoir parce que rien n'est gravé dans la pierre. On peut vraiment continuer et faire un changement transformatif des mentalités. Je peux vous dire que la conversation qui a lieu en ce moment avec l'histoire de Kanye West permet une véritable changement des mentalités sur Internet parce que les gens se rendent compte à quel point l'influence d'un seul homme peut avoir sur les mentalités aux États-Unis. Et donc, c'est pas terminé. Il faut encore se battre et garder l'espoir. C'est très important.